Ce matin-là, j'ai roulé pendant 2 heures en compagnie de ma fille Blanche, à qui je réservais toute une surprise. On allait vivre une véritable expérience de coureur des bois. Hey boy. C'est pas musclé, j'ai engraissé, c'est pas pareil. Ah, ok. On dirait que le zipper, là, c'est pas ISO 9002, là. Hey, j'avais l'air d'un vrai chef d'expédition. Blanche, on va avoir le privilège de s'aventurer sur la rivière Restigouche. Oui. Alors, on va s'aventurer avec 2 guides. Je pense D'accord. qu'on va en avoir de besoin. Qui Oui. vont nous accompagner durant la descente de la rivière Restigouche. Blanche, aimerais-tu que je te parle un petit peu de l'histoire de la rivière Restigouche? Ben oui, tant qu'à être ici. Ben oui, on est là, pourquoi pas. Hey, la rivière Restigouche, elle s'étend sur 200 km de longueur. Une magnifique rivière, rivière à saumon. Oui. Puis sur les 100 derniers kilomètres de son cours, là, ben, elle sert vraiment de frontière naturelle entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est une rivière qui, ben, forcément, une rivière qui revêt vraiment une importance là, significative pour le peuple Mi'kmaq. Oui. Les Mi'kmaq, pour eux, cette rivière-là, elle est super importante parce que la rivière Restigouche, pour eux, ça égale, c'est synonyme de survie. Façon d'alimenter, de nourrir le clan puis d'assurer leur survie tout au long des siècles puis des millénaires passés. Fait que le peuple Mi'kmaq connaît bien la rivière Restigouche. D'ailleurs, ils l'ont nommé, c'est eux qui l'ont nommé le toponyme Qu'est-ce que Restigouche, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on pourrait traduire Restigouche en Mi'kmaq par Listigouj et ça signifie désobéis à ton père. L'explorateur Jacques Cartier va s'y intéresser à Restigouche, mais pas directement. On le sait, Cartier en 1534 à l'été, ben, il est vraiment à la recherche d'une voie navigable, d'une route maritime qui mène vers les richesses de l'Asie. Fait qu'on va le retrouver dans la baie des Chaleurs Blanches à l'été 1534. Il est convaincu que la Restigouche pénètre à l'intérieur de l'Asie, du continent. Il était pas mal perdu. Il était un petit peu perdu. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Là, Cartier, effectivement, il est un peu perdu. Il se rend assez rapidement compte que non, on n'est pas dans la bonne contrée. On n'est pas en Asie. Mais il va quand même naviguer dans l'embouchure de la Restigouche. Puis il va rebrousser chemin et va repartir vers Gaspé et la France par la suite. J'ai commencé en parlant de la Restigouche, en parlant de l'importance que cette rivière-là revêt pour les Mi'kmaq. Cartier qui essaie de trouver l'embouchure, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de la Restigouche, pour trouver l'Asie. Mais il y a aussi les réfugiés acadiens qui vont s'intéresser forcément par obligation à la Restigouche. Pourquoi ils s'y intéressent? Bien, parce qu'ils sont victimes de la grande déportation acadienne de 1755. Ils vont fuir la déportation et en fuyant la déportation, ils vont retrouver ce lieu de refuge-là, en montant le long de la côte du Nouveau-Brunswick. Ils vont fonder un village de réfugiés qui s'appelle la Petite Rochelle. Et la Petite Rochelle est située aux abords de la Restigouche. Alors, pour ne pas crever de faim, parce qu'ils vont manquer de crever de faim, ces gens-là, en 1758, c'est la guerre de la conquête. Ben, ils vont, avec les Mi'kmaq, avec leur aide, leur soutien, ben, ils vont s'installer sur la Restigouche pour essayer de passer au travers des temps durs. Pas longtemps après, ben, la Restigouche va être le théâtre de la fameuse bataille de la Restigouche. On aura sûrement la chance d'en reparler, mais c'est le théâtre de la bataille de la Restigouche à l'été 1760. 2 puissances qui s'affrontent, la France et l'Angleterre, pour la conquête du continent nord-américain. La fameuse guerre de la conquête tire à sa fin. Fait qu'en juillet 1760, les dernières forces navales françaises coulent au fond de la Restigouche. C'est la victoire des Britanniques et la conquête va survenir
à l'automne. C'est difficile de ne pas conclure cette page d'histoire-là sans reparler des Mi'kmaq. Parce que Blanche, à l'été 1981, va arriver quelque chose, une page d'histoire assez sombre dans l'histoire du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça va être ce que l'histoire a retenu comme terme, ce sera la guerre du saumon ou le raid de Restigouche. Et là, le gouvernement québécois de René Lévesque, par décret, va interdire aux Mi'kmaq de pêcher le saumon avec des filets. Et pourtant, c'était dans leur culture, dans leur gène, dans leur ADN. Dans leur tradition. Dans leur tradition, tout à fait. On veut mettre fin aux clubs privés, parce qu'il y avait des gens qui pêchaient le saumon de façon sportive. Et Lévesque n'a pas un mauvais réflexe. Il veut démocratiser les eaux de la Restigouche, mais il oublie les Mi'kmaq et leur culture et leur histoire. Et là, la réplique sera assez atroce. C'est-à-dire qu'on va déployer 500 agents de police anti-émeute à l'été 1981. J'ai 7 ans, 500, pour justement obliger, par la force, par la violence, forcer les Mi'kmaq à retirer leur filet de l'eau. Et ce sera le raid de Restigouche qui sera, au risque de me répéter, une page d'histoire assez sombre dans l'histoire du Québec. À la fin de l'avant-midi, les guides nous ont laissés sur le bord de la rivière, puis on est reparti comme on est venu. Après notre aventure en canot, Blanche pensait pouvoir enfin se reposer. Blanche, je sens comme l'appel du bûcheron en moi. On est au camp de bûcheron de Saint-François d'Assise, sur les plateaux de la Matapédia. Puis pour te dire comment je me sens bûcheron, hey, mon Dieu! C'est reparti. Un bûcheux! Un pépère! Ça vaut la peine que je parle un peu du peuplement des plateaux en général avant de parler du camp de bûcheron. Ici, c'est des Acadiens qui ont défriché et peuplé le territoire à partir de 1860. Après la déportation, il y a des Acadiens qui décident de retourner vivre dans les maritimes, dont l'île du Prince-Édouard, qui a déjà été une possession française dans le temps. On l'appelait l'île Saint-Jean. Puis à partir de 1860, on a le curé de Rustico. Et le curé Bellecour, Georges-Antoine de son prénom, décide de partir à l'aventure, décide de faire un genre de séjour exploratoire. Il va partir avec quelques Acadiens, puis il va venir ici, sur les plateaux de la vallée de la Matapédia, alors qu'à cette époque-là, il n'y a personne. Il n'y a pas un arbre de coucher par terre. Alors le curé Bellecour va venir avec eux en 1860 au printemps et dès l'automne, les premières familles acadiennes vont l'accompagner et ces gens-là vont commencer à défricher et à coloniser le territoire. On est dans une autre Gaspésie. On est sur les plateaux de la Matapédia. Un autre pays dans le pays. Un pays de rivières. Un pays de vallées.
Un pays de forêts immenses, abondantes. Alors, qu'est-ce qui va apparaître rapidement dans le décor? Des camps de bûcherons, des scieries. Le camp de bûcherons ici est une reconstitution de la vie d'antan, d'un camp de bûcherons d'époque. On s'est inspiré d'eux. Alors, c'est ici depuis 2002. C'est une belle reconstitution parce que il y avait un mode de vie très particulier chez ces gens-là à l'époque. On vivait en forêt. On coupait le bois l'hiver. Puis pour éviter que les bûcherons retournent chez eux, à la maison, après la journée de travail, on construisait un genre de petit village pour les garder près du lieu de travail. Sinon, ça aurait été interminable pour retourner à la maison, revenir au boulot le lendemain. Alors, ces gens-là dorment dans des abris de fortune. Puis, on peut retrouver jusqu'à 8, 10, 12 bûcherons dans un bâtiment. Et tout se passe à l'intérieur de ces bâtiments-là. C'est clair que Blanche devait commencer à en avoir ras-le-bol avec mes histoires. J'ai essayé de la motiver en l'amenant visiter le chalet principal. Tiens, rentre. Fait que le cuisinier, c'est un personnage central important là, dans un camp de bûcheron. Là. C'est sûr. C'est lui qui fournit la nourriture, fait que le gaz, l'essence pour le corps, parce que les gens travaillaient très tôt le matin, puis très physiquement. Là, à cette époque-là, il n'y a pas de scie mécanique en forêt. Là. C'est des haches. À la hache, au godin d'or, fait que ça demande beaucoup d'énergie. Puis à la sûr. fin de la journée, d'après moi, là, après le repas, une petite partie de carte, là, on tombait la tête sur l'oreiller, puis c'était « Oh! » En parlant de travail épuisant, là, tu m'as brûlé avec toutes tes histoires. C'est vrai? Je vais aller dormir. Tu vas aller dormir? Ouais. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Petite surprise. Hey, on dort ici ce soir. Ça te tente-tu? Ouais, ça me tente. Ben, on va demander à ce qu'on ouvre un dortoir, on va aller voir, puis hey, on campe au camp de bûcheron. OK. OK, on va voir ça. Comme deux bûcherons après leur journée, on était bien contents de pouvoir enfin poser notre tête sur l'oreiller. Et ce soir-là, j'ai pas eu besoin de chanter de berceuse.